Cette semaine à l'émission Le Savais-tu, je vous fais découvrir la nouvelle microbrasserie à Rivière-Ouelle, la Baleine Endiablée. Alors, je suis en compagnie du propriétaire de la Baleine Endiablée, Jérémy Tremblay. En fait, je devrais dire copropriétaire, hein, parce que tu as ton papa qui est propriétaire avec toi. Exact, oui. Ah ben, allô, Jérémy? Allô, ça va bien? Bien, ça va très bien, merci. Oui. Merci de m'accueillir chez vous à la microbrasserie La Baleine Endiablée. Je vais faire attention pour ne pas dire baleine, parce que je viens de Montréal, puis ça a l'air que je dis baleine. Mais bon, on va dire Baleine Endiablée. On apprend à plus se choquer pour ça. On entend pas mal la baleine. Non, c'est ça. Je suis pas la seule qui dit ça. Non. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la microbrasserie, moi, je voudrais savoir un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être propriétaire de la nouvelle microbrasserie? Parce qu'avant, c'était pas une microbrasserie ici. Tu es parti du début de zéro à ce magnifique bijou. Je trouve ça super beau. Merci. Mais parle-nous du début de l'aventure. Oui, en fait, moi, j'étais dans un bac en enseignement à Chicoutimi, un bac en enseignement préscolaire primaire. Il me restait une session à finir à mon bac, puis j'ai rencontré Charles Tremblay, qui est le brasseur à la microbrasserie Le Saint-Fût en ce moment. C'est pas de ta famille, là, Charles Tremblay. Là. Non, il n'est pas de famille. Probablement bien loin, mais non. C'est pas de ma famille, mais c'est un gars que j'ai rencontré, en fait, par l'entremise d'un collègue de travail. Puis c'est ça, lui, il brassait beaucoup de bière à la maison. Puis j'ai été brassé avec eux autres, puis j'ai vraiment eu la piqûre automatiquement. La première brasse, j'ai complètement tombé sous le charme. Vraiment du processus là, de brassage, de travailler les grains. On a vraiment monté la recette la journée même, fait que j'ai pu participer vraiment à l'élaboration. Ouais, vraiment. Puis Charles puis Étienne, qui est la personne avec qui j'ai par l'entremise de qui j'ai rencontré Charles, qui était mon collègue de travail et un ami. Ils ont vraiment été cool avec moi. Ils sont vraiment arrivés, OK, quelle recette tu veux brasser? Puis là, ils me faisaient goûter. Il y avait vraiment un grand inventaire d'ingrédients chez eux. Fait qu'on pouvait vraiment comme goûter au truc puis essayer de se deviner à quoi... Fait que j'ai vraiment vécu une vraie expérience de brasseur amateur à 100%. Fait que j'ai vraiment capoté. Fait que j'ai commencé à brasser beaucoup plus souvent avec eux. À chaque fois qu'ils brassaient, je voulais y aller, puis j'étais tout le temps en train d'y aller. Mais lui, il faisait ça personnellement chez lui? Lui, il faisait ça personnellement chez lui parce qu'il était en train de démarrer la microbrasserie Le Saint-Fût, à Saint-Fulgence. OK. Donc, il était en train de travailler recherche et développement pour ses recettes, en fait. Donc, il brassait beaucoup. Donc, moi, j'ai essayé d'être là le plus souvent, en fait, d'en voir le plus, ouais. Fait qu'après, comme 4-5 brasses avec eux, je me suis équipé, en fait, là, pour brasser chez moi tout seul. Donc là, sans l'aide de personne, j'ai commencé à faire mes premières expérimentations. Puis t'es toujours vivant. Oui, j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais on apprend comme ça. Après, tu as voulu te perfectionner parce que je ne savais pas, mais il y a des cours qui s'offrent. Exact. Ça, c'est fou. Exact. En fait, c'est ça. Charles, lui, avait fait le cours technique de production en microbrasserie au Cégep de Jonquière. C'est une formation en continu. Donc, c'est un AEC. Qui est donné à ce cégep-là. Puis c'est 6 mois intenses. Donc. Puis c'est nouveau, ça fait pas si longtemps que ça. Exactement. Moi, Charles faisait partie de la première cohorte. Moi, je faisais partie de la 3e ou 4e cohorte. OK. Donc, c'était très, très, très nouveau. Là. Les enseignants, ils changeaient leur curriculum quasiment chaque année, puis ils essaient de s'améliorer. Mais c'est vraiment un super de bon cours, honnêtement, que je conseille à n'importe qui veut vraiment apprendre comment brasser de la bière de façon professionnelle. OK. C'est merveilleux. Là. On voit la base, on part... Même quelqu'un qui n'aurait jamais brassé de bière ou qui connaît absolument rien, on part vraiment de la base. Puis on fait le tour vraiment. Là, exactement. OK, ouais. Parfait. Puis là, tu as suivi ce cours-là. J'ai suivi ce cours-là parce que Charles l'a suivi puis qu'il me l'a conseillé très, très, très fortement. Puis lui, pendant ce temps-là, il avait parti, là, sa lui, Charles, aussitôt qu'il est sorti du cours, il est tombé brasseur à Tadoussac. Puis après ça, il partait le Saint-Fût à Saint-Fulgence. OK. Donc, de voir son parcours puis de voir qu'il y avait aussi une grande demande dans le milieu, puis que le monde n'attendait pas trop là, pour se trouver du travail, ça m'a beaucoup motivé
à vraiment faire comme, OK, il me reste une session en enseignement, je vais aller essayer ce cours-là. Si je n'aime pas ça, au pire, je vais aller finir ma session puis je vais être prof comme c'était supposé être. Mais ça, c'est pas passé comme ça. J'ai tombé en amour avec le métier, puis le milieu, puis la bière. Ouais. Puis mais là, une fois que tu es sorti de ton cours... Puis là, c'est ça. Ben là, annoncer ça aux parents, là, de changer de bac, changer de programme quand il reste une session. Une session, c'est sûr maman, que... papa n'étaient pas super contents. Mais bon, ils m'ont quand même supporté là-dedans. Puis mon père qui a l'auberge sur le fleuve à Saint-André-de-Kamouraska, qui est une petite auberge que lui, il roule. Dans le fond, mon père est enseignant et en 2 mois de vacances pendant l'été, lui, il va aller opérer son auberge, dans le fond. OK, qui est ouvert seulement l'été. Exactement. OK. Puis, ça fait à peu près, ça doit faire quoi, 11 ans, 12 ans qu'il a son auberge. Puis, au début, c'était pas facile, là, on s'entend. C'était un démarrage comme n'importe quelle entreprise. Mais rapidement, il est passé d'avoir de peine et misère à louer des chambres à booker pour l'été au complet, full au bouchon. Là. Donc, il voyait le gros potentiel qu'il y avait dans l'hébergement dans le Kamouraska. Aussi qu'il y a une très, très grande augmentation du tourisme dans le Bas-Saint-Laurent dans les 10 dernières années. Oui, mais donc, la microbrasserie aussi est de plus en plus populaire. Exact. Fait que lui, il voyait ça de ses yeux. Là, puis il me disait tout le temps, avoir 60 chambres au mois d'août, ben j'ai louerais les 60. T'sais. Mais il y en avait 8. Fait que mon père, qui préparait tranquillement aussi sa retraite, il checkait pour peut-être partir une auberge avec beaucoup plus de chambres puis beaucoup plus de capacité pour être capable de, justement, d'aller chercher cette clientèle-là, en fait, qui était dans le Bas-Saint-Laurent, puis qu'il n'y avait pas de place où dormir, en fait, parce que au mois d'août, c'était pas rare que des gens arrivaient à l'auberge de mon père en pensant qu'ils pouvaient booker dernière minute. Mais on n'a pas beaucoup d'auberges qui ont beaucoup de chambres ici. Puis là, on tombe sur le téléphone pour essayer d'aider ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de place où coucher. Ils arrivent de Montréal, ils ont fait 5 heures de route, puis il est 11 heures le soir, puis ils n'ont pas de place où dormir. Mais là, il n'y a pas de place de la Pocatière à aller jusqu'à Matane. Mais oui. Fait que là, ce monde-là, ils font quoi, tu sais? Fait que là, mon père, il voyait bien qu'il y avait une grosse demande en hébergement. Fait que c'est pour ça qu'il a commencé à regarder pour des projets d'ouvrir une plus grosse auberge. Premièrement, il avait été voir dans le temps, il y avait l'ancienne résidence de personnes âgées qu'il y a à Saint-Joseph, si je ne me trompe pas, qui était à vendre. Okay. Il a été visiter ça. Finalement, c'est la ville, je pense, qui l'a racheté. Donc, ça a resté de même. Je sais qu'il parlait un peu de ça avec ses amis, puis à un moment donné, il y a un de ses amis qui disait « Tu devrais aller voir à Rivière-Ouelle, l'ancienne résidence de personnes âgées qu'il y a là-bas. » Thérèse Martin. Oui, exactement. Il dit « Tu devrais aller voir ça. » Mon père ne savait même pas que c'était à vendre. Il n'avait jamais vraiment porté attention à la bâtisse. Fait qu'il a appelé la personne qui était propriétaire à l'époque, c'est M. Serge Boucher. Puis M. Boucher, il a dit « Pas de problème, vous pouvez venir visiter. » Puis mon père a fait une première visite. Seul? On est probablement au début octobre, peut-être, fin septembre, de 2018. OK. Mais ça, c'était vraiment pas pour faire une microbrasserie. C'était pour une auberge. OK. Puis en visitant la première fois, c'est là que le déclic s'est passé dans sa tête, qu'il a dit « OK, il y a de la place pour une auberge et une microbrasserie. » Puis là, c'est là qu'il a pensé à moi, puis qu'il m'a appelé, qu'il a dit « Hey, j'ai un projet, ça te tente-tu de venir visiter? » Puis là, il m'en a parlé un peu, puis j'ai fait « Ben, gars, je vais venir visiter. » Mais là, on va prendre une petite pause, là, Jérémy. Là, ça a été vraiment toute une aventure là, pour toi, là, pour la microbrasserie. Mais là, on va rentrer plus dans le vif du sujet. On va parler des services qu'il y a ici, parce qu'on ne fait pas que boire de la bière ici. Oh non! À tout de suite. La petite histoire de la bière. L'apparition de la bière ne saurait être attestée par une date précise. Sa naissance est généralement localisée en Mésopotamie, peut-être vers 8000 avant Jésus-Christ, dès que les premières civilisations du Moyen-Orient surcultivaient les céréales, notamment l'orge et l'épeautre, réunissant ainsi les conditions premières de sa création. Les premières traces écrites datent du 4e millénaire avant Jésus-Christ, dans cette terre riche et fertile située entre le Tigre et l'Euphrate. Pionniers de l'écriture, les Sumériens nous ont laissé des tablettes d'argile mentionnant une vingtaine de variétés et de recettes à base de bière. La technique de fabrication s'avère assez simple. La bière était en fait ce que nous pourrions nommer du pain liquide. À partir de graines de céréales germées puis écrasées, des petits pains étaient alors formés et partiellement cuits au four. Les Sumériens les émiettaient ensuite dans de grandes jarres remplies d'eau et laissaient fermenter plusieurs jours. Ils aromatisaient ensuite leur breuvage avec des dattes ou du miel et le buvaient à l'aide de roseaux afin d'éviter d'absorber des débris flottants dans le liquide.
De retour avec Jérémy Tremblay, propriétaire de la Baleine Endiablée. Jérémy, avant de parler des services que tu offres, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas seulement de la bière qu'on peut prendre ici, dis-moi, la Baleine Endiablée, pourquoi ce nom? Ça vient d'où? Oui, la Baleine Endiablée, en fait, on a cherché notre nom quand même longtemps. Ça n'a vraiment pas été un coup de suite. C'était pas un flash? Oui, vraiment pas. Ça a été un long processus là, de noms pas bons qui finalement on changeait jusqu'à ce qu'on tombe sur la Baleine Endiablée. Donne-moi donc un nom, là, juste pour qu'on puisse rire un peu. Au début, on avait Houblon et Baluchon. Houblon et Baluchon. On comprendra que le lien avec l'auberge et la bière, mais qui était très... comment je dirais ça? C'était pas le meilleur nom qu'on a trouvé. Puis on savait que c'était pas ça, mais on n'avait rien de mieux. Fait qu'on a travaillé longtemps avec lui, mais finalement, c'est ça. Mon père, finalement, ouvert par hasard un livre qu'un de ses amis lui avait prêté sur les légendes du Bas-Saint-Laurent. Puis chaque village, ils sont nommés. Puis à Rivière-Ouelle, il y avait la légende de la baleine, des baleines endiablées, en fait, qui sont au pluriel à la base de la légende. OK. Puis en gros, c'est qu'il y a une grosse historique de pêche au beluga dans la Rivière-Ouelle. Les premiers colons de Rivière-Ouelle pêchaient énormément le beluga car ils croyaient que les belugas mangeaient le saumon et c'est pour ça qu'ils avaient de la misère à pêcher le saumon. Donc, c'était simplement une désinformation. Okay. Puis, ils voyaient vraiment fake le news, beluga... C'est un fake news du temps. Ben oui, absolument. Puis, ils voyaient vraiment le beluga comme étant une espèce envahissante, en fait. OK. Donc, ils voulaient s'en débarrasser. Ils ont vraiment fait une espèce de guerre, si on veut, au beluga. Ils allaient jusqu'à bombarder, littéralement, là, dans la Rivière-Ouelle. Dans la Rivière-Ouelle, les belugas, avec des vraies bombes. Là. OK. J'ai des photos, je pourrais peut-être vous en montrer plus tard, si vous voulez peut-être les ajouter au... Oui. Mais on voit, c'est ça, il y a des photos du National Geographic, ça avait fait la une à l'époque, dans les années à peu près 40. On voit la rive de la Rivière-Ouelle avec les pêcheurs de beluga, puis des centaines de carcasses sur le bord de la plage, là, à perfusion, puis tu les vois, tu sais, très fiers, posant avec ça. Exactement. Okay. Puis la légende de la baleine endiablée vient un peu de ce contexte-là dans lequel ça serait un 24 juin, à l'époque où ce n'était pas encore la Saint-Jean-Baptiste. Il y aurait eu une grosse fête là, à la suite d'une très belle pêche qu'ils ont eu beaucoup de succès. Puis les pêcheurs étaient contents, les villageois étaient contents, donc ça fêtait sur le bord de la plage avec les carcasses à côté d'eux autres. Puis les belugas qui étaient sur le bord de la plage auraient été ramenés à la mer par une très, très grosse baleine qui aurait fait une espèce de vague qui aurait ramené ces belugas à la mer. Mais ces belugas-là, en ramenant avec la vague à la mer, se seraient transformés en baleines endiablées qui étaient chevauchées par des espèces de diables, en fait, puis qui auraient donné une très grosse frousse, en fait, aux villageois, puis qui se seraient sauvés, puis qui se seraient... Fait que c'est un peu ça l'histoire. Jérémy, là, comme je l'ai dit, on peut boire de la bière ici, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Notamment, tu as plein d'activités que tu mets en place ici. Ouais. Tu as des bennes, mais tu as aussi, je sais pas, des jeux qui se passent. Là. En fait, parle-nous un peu là, de ce qu'on peut retrouver ici à la microbrasserie. Oui, bien, on essaie de faire de la baleine endiablée, en fait, un endroit culturel où ce que les gens peuvent se rassembler puis puissent vraiment comme vivre des moments culturels plaisants pour tout le monde. Puis on essaie d'en faire pour tous les goûts. On a eu des bands qui font du métal, on a eu des bands qui font du folk, on a eu des bands qui font du country, on a eu des bands qui font du rap. On en a eu de tous les styles de musique vraiment là. Bien, pour tous les goûts. Oui, exactement, du reggae, tout ça. Puis il y a eu de l'impro une belle ici réponse, aussi. On a de l'impro. Là, on voulait commencer les slams poésie, donc il y a des slammeurs qui viennent partager le texte. Mais tu as vraiment une scène Exact, la scène exceptionnelle, là, parce que tu n'en retrouves pas d'autres là, dans le coin. Là. En tout cas, j'ai pas tout fait, là, mais moi, c'est rare qu'on va avoir une belle grande scène comme ça. Notre scène, c'est vraiment le highlight, là, le highlight de la brasserie. Cette idée-là vient vraiment là, de faire une scène aussi imposante. On doit à Sylvain, là, vraiment, qui a été visionnaire là-dessus. Là, de dire, OK, parce que vous ne pas en démarrage, on n'a pas toujours beaucoup de sous. Puis c'est toujours de voir les priorités, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais d'avoir investi sur cette scène-là, je pense que ça a été un de nos bons coups.
Puis tu sais, qu'est-ce qui est formidable avec cette microbrasserie-là, c'est qu'on peut boire de la bière Exact. puis dormir ici. Puis ça nous aide beaucoup quand on a des gros spectacles. On fait une offre d'hébergement à très peu de coûts. Mais Souvent, non, c'est très accessible, Ouais. là, ce que vous avez. Vous avez combien de Absolument. chambres? On a 35 chambres du côté auberge, si on veut. Et puis, on a une offre d'hébergement qu'on est en train de développer puis qu'on va ouvrir officiellement cet été parce qu'on l'a rodé un peu cet hiver. Mais dans le sous-sol ici de la microbrasserie, avec des prix vraiment très, très, très moindres. On pourrait s'attendre à peu près à payer à peu près 20 $ pour un lit environ. Imagine. Ouais. Fait que, tu sais, les bennes qui peuvent dormir ici, puis ta clientèle, hein, on le sait, il ne faut pas Exact. prendre l'auto quand on Donc, boit c'est trop. ça, en plein ça. Puis d'avoir ces 2 offres d'hébergement-là, au total, on a 59 chambres. OK. Donc, avec les 35 qui sont là, plus ceux-là en bas. Donc, ça fait un hébergement qui peut permettre, comme monsieur, madame, tout le monde, qui veulent être tranquille, qui veulent profiter du balcon, un peu de la vue qu'il y a derrière, qui est quand même... c'est pas le fleuve, là, mais c'est quand le même, champ avec la côte des ben chats. oui, mais c'est quand très même... beau. Là. C'est ça. Pas parce qu'on n'a pas le fleuve que c'est pas beau. Là. Exactement. Donc, c'est pas gênant. Puis, Non. le monde qui veut venir se reposer, il y a quand même un endroit pour ça. Mais le monde qui veut venir mettre leur sac dans leur chambre, puis monter au bar, puis venir voir la musique, puis venir parler avec du monde jusqu'à la fermeture du bar, puis qui s'en fout un peu d'avoir un balcon ou pas, puis d'avoir... Mais dans le sol, la microbrasserie, ça fait bien leur affaire. Ben Ils oui. payent Ça 4 fois le dépend moins. de ce que tu recherches. C'est tu ça, sais. exactement. Donc, on en a vraiment pour les deux. Puis, tu sais, le monde en vélo qui vont arrêter à plusieurs places en chemin puis qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer 150 $ la fois. Ben, c'est ça. Ah, tu penses à eux dans ce temps-là. Exactement. Ouais. Ouais. Puis l'été, est-ce qu'il y a une terrasse extérieure? Oui, on peut déguster notre bière Oui, au on a soleil. notre terrasse qui d'ailleurs, en ce moment, elle fait à peu près une 40aine de places, mais on veut l'augmenter. On veut voir peut-être la tripler cet été. Parce que le monde veut être dehors l'été, puis on les Ben, comprend. ouais. On les comprend absolument. C'est le fun, Donc, prendre une bière dehors ben là, oui. quand il fait beau. Ben là. oui, ben Tu sais, oui. ça nous arrive peut-être 2-3 mois à l'année, fait Ben, qu'on veut en c'est ça, profiter de la belle exactement. température. Ben oui, c'est ça exactement. Puis nous autres, on a un beau spot parce que tu sais, à Rivière-Ouest, c'est venteux. Hein? C'est connu pour le vent. Mais de la façon que notre terrasse est installée, elle est comme emmurée par la bâtisse. Donc, il n'y a pas vraiment de vent. Puis il y a un beau soleil en après-midi. Fait que c'est bien plaisant, notre terrasse. Donc, on veut vraiment comme miser là-dessus pour l'été prochain, là, d'aller chercher comme 2 fois plus. Vous êtes en exponentiel Ouais, parce que ouais. vous avez beaucoup de projets. On Ben va oui. faire une petite pause, Jérémy. Puis justement, au retour de la pause, on va parler plus précisément de la bière ici, Oui. puis un peu des projets futurs. Super. La petite histoire de la microbrasserie. L'expression et le phénomène apparurent au Royaume-Uni à la fin des années 1970 pour décrire une nouvelle génération de petites brasseries spécialisées dans la production d'ales en fût, non filtrées et non pasteurisées. Bien qu'à l'origine utilisé pour désigner la taille modeste des brasseries en question, le terme désigne désormais aussi une nouvelle attitude et une approche du brassage de la bière plus flexible, adaptative, expérimentale et plus à l'écoute des consommateurs. Le concept s'est ensuite étendu aux États-Unis où il désigne désormais une brasserie qui produit moins de 15 000 fûts de bière par an, ainsi qu'à d'autres pays d'Europe. Le terme est également couramment utilisé au Québec, d'où provient sa forme française. En France et en Belgique, où certains établissements artisanaux produisent de la bière depuis parfois plusieurs siècles, on parle plus souvent de brasserie artisanale. Mais la plupart des établissements fondés depuis les années 1980 sont souvent aussi désignés sous l'appellation de microbrasserie. Nous comptons environ 170 microbrasseries sur tout le territoire du Québec. De retour avec Jérémy Tremblay. Là, Jérémy, on va parler des bières qu'il y a Oui. ici. Parle-nous justement de ta bière, mais tu offres aussi de la bière des autres microbrasseries. Hein? Oui, mais en ce moment, étant donné qu'on n'est pas encore en pleine capacité de production, puisqu'on se fait encore, on est encore sous le format brassage à contrat. Donc, on se brasse nos bières chez d'autres microbrasseries qui nous accueillent dans leurs installations en attente de notre permis de brasseur. Que vous allez faire directement ici. Là, il y a une place réservée là, justement pour Oui, brasser la on bière. ira tout à l'heure. Là, si, Oui. Puis, c'est ça. Donc, on a quand même nos installations ici, mais c'est ça, en attente de notre permis, on n'a pas le choix de brasser nos bières chez des partenaires. Puis, en échange, nous, on rentre les bières des partenaires aussi en ligne invitée. J'ai à peu près 4-5 lignes invitées en tout temps là, de microbrasseries d'ailleurs. Puis, c'est aussi parce que moi, personnellement, il y a des styles de bière que j'apprécie moins, personnellement. Puis ces styles de bière-là que j'apprécie moins, bien souvent, j'ai plus de difficultés à les brasser.
Parce que j'ai pas le recul d'être capable de dire, OK, par exemple, une bière, qu'on pourrait dire une bière rousse, là, ben moi, je sais pas mon style de bière que j'apprécie particulièrement. OK, fait que donc, tu j'ai peux pas beaucoup de vraiment difficultés à me dire, OK, cette recette-là est bonne, parce que de toute façon, même si ça serait une bonne, probablement que pour moi, elle serait pas bonne. Donc, ces styles-là que j'ai plus de difficultés à brasser, ben j'essaie d'aller chercher les bonnes des autres à la place. OK. Pour avoir quand même une bonne gamme C'est ça. Tant qu'à faire semblant, là, gars, Ouais. moi, je suis pas un pro pour boire ça des rousses. Fine. Ben, Tu vas prendre toi, sur les t'es autres. bon, ben, c'est ça, exactement. Puis la tienne, à quoi ça me ressemble? permet, pendant ce temps-là, c'est ça me permet de plus me focusser, si on veut, sur les styles de bière que j'aime et que j'apprécie. Puis ça me permet aussi d'être... je pense qu'il ne devrait pas avoir de brasseurs qui brassent de bière qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Fait que j'essaie de brasser que des bières que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Donc, on parle de bières souvent secs. J'aime pas les bières très sucrées, en fait. OK. Donc, les grosses bières sucrées, là, vous n'allez pas en voir bien sortir de la baleine en diablé parce que moi, personnellement, c'est vraiment pas mon dada. OK. J'aime bien ça quand c'est sec. On dit peintable là, dans le milieu, donc ça descend bien. Quand il n'y a pas une espèce d'arrière-goût qui fait OK, c'est lourd, je vais en prendre juste un verre à la place de prendre. OK. Donc, j'aime ça quand on peut en prendre 4-5 pintes, puis c'est pas grave. Tu sais. Donc, c'est ces bières-là que je vois vraiment secs, houblonnées. Donc, il y a beaucoup d'IPA sur le menu. Tranquillement, pas vite, j'essaie de développer avec des saveurs plus locales. J'ai la chance de pouvoir travailler ici avec un gars qui est en cuisine puis qui fait plein de choses. Là. Ici, les gens sont très polyvalents. Donc, il s'appelle Thibaut Moni. OK. C'est mon chef cuisinier. Puis, c'est aussi, il m'aide beaucoup à la technique sur le son pour le stage. Puis, c'est aussi un cueilleur. C'est aussi un cueilleur dans la vie. OK. Puis, il m'apporte beaucoup de produits frais et locaux qui sont fun à travailler. Donc, là, on travaille en ce moment à faire une bière aux chanterelles qu'on a fait des tests l'été passé qui ont été très concluants. Wow! On avait pas assez de chanterelles pour la brasser de façon professionnelle, si on veut. Donc, c'est ça, on travaille sur des affaires vraiment plaisantes. Bien, tu as même travaillé sur une bière avec de la farine de grillon, là. En fait, oui, Antomo nous, c'est des DSP, grillons complets qu'on OK. a pris. Ouais, vraiment, c'est pas la farine. OK. Ouais, on a vraiment pris les grillons complets. C'est Maxime qui était... Maxime Dionne. Exact, que je remercie beaucoup, qui est venu me voir avec ce projet-là, qui disait hey, Ça tente je sais d'essayer? que tu es un peu flyé, ça te tente-tu d'essayer? Puis on a fait beaucoup de tests avant d'arriver à quelque chose de concluant. D'où pourquoi la farine, finalement, on l'a tassée, parce que c'était pas intéressant. Ça donnait quelque chose de pâteux dans la bière, c'était pas le fun. Non. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher vraiment le grillon complet. OK. Ouais. Puis, mais c'est ça, ouais. C'est le genre de bière que... Mais c'est des belles collaborations. Quand les gens viennent me voir avec des idées comme ça, j'aime ça. Mais ça relever le surprend défi. les gens, Ouais, puis ouais. les gens sont curieux quand même de nature. Fait que j'imagine que les gens ils Absolument. veulent goûter là, à quoi ça peut ressembler un goût, malgré que ça doit pas goûter le grillon. Là, tu sais. Ouais, c'est juste absolument. peut-être les effets. Ça goûte un peu le grillon. Ah Si, oui? si vous avez déjà goûté à des grillons complets, juste les grillons, puis après ça, vous goûtez à la bière, vous allez être capable de reconnaître le goût. OK. Mais c'est pas... Puis si on le sait pas, si on que c'est sait une pas, bière. on sait pas. C'est ça. Si on Honnêtement, sait pas qu'il y a des grillons, Ça se on- marie très bien parce que les grillons, on l'a fait torréfier. Donc, on l'a fait un peu comme caraméliser avec une cuisson au four pour être capable d'aller chercher comme un goût semblable au grain noir qu'on utilise pour la bière noire. Donc, au début, on avait pris les grillons vraiment sans caramélisation, sans torréfaction, et ça goûtait énormément le grillon. Donc, ça, on l'a tassé rapidement. C'était pas intéressant. Mais avec la torréfaction du grillon, ça venait vraiment un produit très, très, très plaisant à travailler. Ouais. Fait que dans le fond, on est certain que quand on boit des bières ici, c'est parce que c'est approuvé là, par Jérémy, puis Absolument. que tu es fier de tes bières, puis ça goûte bon, puis tu apprécies ton produit là, en premier. C'est ça qui est important pour toi. Ben, là. absolument, absolument. Parce que c'est ça, les clients, il faut les respecter. Sans eux, on n'existerait pas. Puis, Mais c'est pas vrai que je justement- vais essayer de passer de la bière qui est moyenne. Là. Ouais. Puis que tu trouves Ouais. moyen, tu sais. Mais justement, ta clientèle, tu as vécu une saison estivale. Ouais. Comment ça se passe, les gens, là? Ça se passe très, 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 très bien jusqu'à maintenant. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai le concept un peu Les gens aiment beaucoup la bière que je fais jusqu'à maintenant et la redemandent beaucoup parce qu'il y a des bières qui viennent puis qui ne reviennent pas. Puis c'est un peu ça le concept ici, c'est que je ne veux pas rebrasser la même bière 2 fois, jamais. OK. Puis les gens ont de la misère à comprendre. Puis je les comprends d'avoir de la misère à comprendre, mais c'est que je trouve que ça fait qu'on stagne rapidement. Puis le monde de la bière, puis les modes en bière changent énormément, viennent, passent.
Et moi aussi, personnellement, j'évolue beaucoup en tant que nouveau brasseur. Si on veut, ça fait pas 15 ans que je brasse de bière. Donc, à chaque jour, j'apprends, puis à chaque jour... Puis je pars du principe qu'il n'y a jamais une bière qui est parfaite. C'est pas vrai qu'il y a toujours place à l'amélioration dans une bière, à mon avis, à moi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de jamais rebrasser la même recette. J'essaie de, soit, au pire, en me basant sur cette recette-là, d'essayer quand même d'aller chercher une amélioration. Quelque chose, ouais. Donc, jusqu'à date, j'ai respecté cette parole-là. J'ai jamais rebrassé la même bière. Puis, les gens commencent à comprendre. Parce que là, c'est ça, ils arrivaient, par exemple, la 132, qui a été très populaire. Ben là, la 132, quand est-ce que tu vas leur faire? Quand est-ce que tu vas leur faire? Non, je ne leur ferai pas. Ben c'est ça. Puis là, la jongleuse, qui est une blanche à l'orange, qui est très populaire aussi, ben quand est-ce que tu vas leur faire? Ben, si j'écoute les gens, la Stout au grillon, la Plume au vent, qui est une double IPA avec de la fleur d'oranger, l'excavation de poésie, qui est une double IPA avec du miel puis une levure norvégienne. Bref, toutes mes bières, si j'écoute les gens, ben l'année prochaine, il n'y aura plus jamais de nouvelles bières. Parce que je vais juste stagner avec les mêmes bières. Fait que c'est pas mon intention. Puis c'est un peu ta ligne de ta signature à toi d'offrir toujours de la nouveauté. Exact. Fait que dans le fond, les gens peuvent pas se plaindre de ça. Là, c'est tout le temps nouveau. On découvre tout le temps des nouvelles bières. C'est ça. Fait que c'est un peu ce que j'essaie d'inculquer en fait à la clientèle, là, de dire gars. Puis il y a du monde qui me dit là, si t'as plus de plume au vent, ben je reviendrai pas. Ben, ils vont revenir. Ben tu sais, c'est ça. Je suis comme ben si t'aimes la plume au vent, probablement que tu vas aimer la prochaine dans le même genre, tu sais, que je vais faire là. Fait que fais-moi confiance, tu sais, dans le fond. C'est ça que j'essaie de faire un peu comprendre aux gens. Fait que je veux aller chercher tout le temps des nouveaux clients, puis aller chercher tout le temps aussi des nouvelles bières, puis des nouvelles saveurs, puis d'essayer de garder le rythme de la mode qui est quand même assez rapide en bière, là. On parle de bière aux fruits, bien là, aussitôt qu'on en parle, c'est fini. On parle de bière d'IPA, aussitôt qu'on en parle, c'est fini. Fait que d'essayer de keep up avec ça, c'est pas facile non plus. Donc, il faut toujours se renouveler. Ouais. Bien, écoute, moi, je trouve que ça fait vraiment ta belle signature à toi, là, Jérémy, c'est vraiment le fun. Puis je te trouve inspirant. Ouais, merci. T'es un gars passionné, puis c'est le fun, ça, parce que tu parles vraiment là, de ta bière avec passion, puis c'est vraiment fun de voir. Puis en terminant, là, il n'y a plus de temps, là, Jérémy, mais quand même, on va surveiller tes projets futurs, parce que là, je pense que tu en as plein la tête, de l'agrandissement, toujours des nouvelles bières à découvrir. En tout cas, je te souhaite bonne chance dans cette belle microbrasserie-là. Merci beaucoup. Puis, bien, c'est ça. Bonne continuité, comme on dit. Merci beaucoup, c'est gentil. Fait que de notre côté, on se voit la semaine prochaine avec une autre émission de Le savais-tu?